Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible et complexe, le squat et ses conséquences pour les propriétaires, les locataires et la société en général. Pour en parler avec moi, Jean-Luc Brulard, agent immobilier de proximité à Rueil-Malmaison, Christophe Demerson à distance, ancien président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, et Bernard Cadot, ancien président du réseau Orpi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Marc. Alors, le squat est un problème récurrent mêlant questions juridiques, sociales, économiques. Entrons dans le vif du sujet. Jean-Luc Brulard, en tant qu'agent immobilier, comment est-ce que vous percevez l'impact des situations de squat sur la valorisation des biens immobiliers ? Oui, je sais, question dure. Belle question. Alors, très honnêtement, je suis, de par mon activité, mais je pense aussi du secteur dans lequel j'interviens, pas où ça a été rarissime, confronté à une situation de squat. Bon, dans une autre vie, j'étais bailleur social, donc j'ai bien connu et parfaitement connu le sujet à Paris en particulier. J'ai eu un cas il n'y a pas très très longtemps qui s'assimilait un peu avec peut-être une connivence d'un propriétaire à rez-de-chaussée d'un restaurant et où il y avait plein de gens qui étaient dedans. Et puis accessoirement... quand les services de police sont venus, ils ont trouvé 30 bouteilles de gaz. Donc évidemment, notre appartement qui était à vendre au dernier étage, ça a été autant suspend ton vol jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Mais c'était pas tout à fait vraiment un vrai squat. Il est clair que là, si je dois conseiller un propriétaire, son bien, tout est vendable en France. À partir du moment où les acquéreurs sont parfaitement informés. Donc on peut imaginer quelqu'un qui soit se projette sur le long terme, le très long terme, soit est un fou furieux qui va quand même vouloir acheter. Mais a priori, si c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est inachetable parce que les procédures sont complexes. Mais encore une fois, je n'en suis plus le spécialiste dans leur version actuelle, on va sans doute en parler. C'est quand même quelque chose qui fait peur, très très peur. On ne sait pas si on va arriver à pouvoir récupérer son bien. Donc, je suis sûr que là, je dirais aux gens, trouvez la solution, différez et on se revoit pour vendre après. Christophe Demerson, les propriétaires se sentent souvent très abandonnés face aux squatteurs. Oui, on peut le dire, et on peut même dire qu'ils se sentent abandonnés par l'État et par les collectivités locales, j'allais dire un petit peu par tout le monde, parce que tout le monde... C'est quoi le fond du problème, selon vous ? Le fond du problème, c'est la durée entre le moment où le propriétaire constate qu'il y a un squat chez lui, et le moment où, effectivement, les squatteurs sont partis. Donc, j'allais dire, il y a eu c'est peut-être un des seuls signaux qu'il y a eu envers les bailleurs suivant le quinquennat et demi du président Macron. Peut-être le seul signal, ça a été avec la loi Kasbarian, qui est partie d'une bonne idée, c'est-à-dire de restreindre les délais, bien que tout soit parfait. Et puis surtout aussi, de rassurer le propriétaire et de lui faire voir que c'était pas le seul, parce que paradoxalement, le propriétaire était stigmatisé. En plus, non seulement il était victime, mais en plus il était squatté, il était stigmatisé. Mais ce que je voudrais surtout, ça serait donner un conseil, parce que je crois aussi qu'on est là pour ça, Marc. Bien sûr. Donner un conseil au propriétaire qui est victime. C'est-à-dire que quand il est victime d'un squat, surtout la première chose qu'il doit faire, c'est passer avec un huissier et avec les artisans, par exemple avec un électricien, un plombier et un menuisier, je vous donne un exemple, pour faire constater que les squatteurs ne veulent pas ouvrir la porte pour entretenir le bien. Voilà le conseil. Passer avec un huissier pour faire constater que les squatteurs ne veulent pas ouvrir pour faire entretenir le bien. Je m'explique. Dans tous les cas, c'est un accident. Je m'explique. Dans tous les cas, c'est un accident. Oui, c'est le propriétaire qui est responsable. Le propriétaire est responsable, et ça a été rappelé, puisque c'est oui, on a eu pas mal d'affaires comme ça récemment. Voilà, et je rappelle quand même que ça veut dire quoi ? Je vais vous donner un exemple concret. Ça veut dire que quelqu'un qui occupait un appartement sans droit ni titre est tombé
parce que la balustrade de la cuisine s'est cassée. Donc la personne est tombée dans la cour et naturellement elle s'est retournée contre la propriétaire des lieux. Résultat du Conseil d'État et résultat de toutes les juridictions, et ben la propriétaire a été condamnée non seulement à payer des dommages et intérêts à la personne sans droit ni titre, mais aussi, et plus grave, à payer les frais médicaux. Les frais médicaux, oui, on a eu le cas. 000 euros, voilà. Ouais, on a eu le cas il y a pas longtemps avec quelqu'un qui s'est noyé, je crois, a glissé dans une piscine. Voilà, alors ça, oui, c'est un des problèmes de cet été, mais c'est exactement la même chose. Où là, la propriétaire a été condamnée. Bernard Cadot, est-ce que vous pensez que les lois actuelles, elles protègent suffisamment les propriétaires contre le risque de squat ? On a parlé du dispositif Casbarian, d'ailleurs. Oui. Moi, je voudrais rappeler d'abord que le droit de propriété, c'est un droit constitutionnel. Et que le squat, c'est une infraction majeure à ce droit constitutionnel de la propriété, avec des conséquences qui sont quand même importantes. Donc ça renvoie quoi ? Ça renvoie à une volonté politique. C'est vrai, vous l'avez souligné, le législateur s'est penché là-dessus en la personne de M. Casbarian, qui fut un éphémère ministre du Logement. C'est un début, il faut aller plus loin, parce que il faut vraiment que... Parce que vous savez, il y a un sentiment à la fois d'impunité d'un côté, et puis un sentiment d'injustice profond entre le propriétaire. Il y a certains cas d'ailleurs où le propriétaire ne peut plus habiter son propre logement. On ne parle même pas d'un bailleur qui ne touche plus son loyer. C'est des gens qui ne peuvent pas habiter leur résidence principale. Il y a ce sentiment vraiment d'injustice, sentiment profond, entre celui qui remplit ses obligations, qui paye ses impôts, qui entretient ce logement, et puis celui qui arrive comme ça. Donc, bien sûr qu'il y a des cas où des gens ne peuvent pas se loger autrement, mais il ne s'agit pas de légitimer cette atteinte au droit de propriété. Il faut que, et là encore c'est une volonté politique, il faut qu'on puisse apporter des solutions de substitution et de remplacement, parce que l'excuse qui vient tout le temps, c'est de toute façon on était à la rue, il a bien fallu que. Non, il n'a pas bien fallu que. Après, c'est un problème qui est lié à l'État et au gouvernement de pouvoir remplir cette obligation d'assistance pour des familles qui n'ont pas de logement, mais c'est en aucun cas pénalisé. Et quand on voit le délai, alors Christophe soulignait les dangers liés à la mise à la responsabilité du propriétaire, il y a aussi tout le temps qui se passe et tout la perte financière qui peut exister, les dégradations, etc., etc. Donc il faut vraiment que le politique s'en empare, et puis il faut être ferme là-dessus, parce qu'autrement, on dégoûtera les gens de devenir propriétaires. Christophe Demerson, en deux mots, comment vous pensez qu'on pourrait concilier droit à la propriété et droit au logement ? Je pense aussi que l'État lui-même devrait montrer l'exemple, parce que je vais prendre un seul exemple, Marc Ezrati. On stigmatise le propriétaire, mais rappelons quand le propriétaire est victime d'un squat, les charges courent, les collectivités locales, le percepteur, tout le monde est là pour envoyer les impôts. C'est-à-dire que les taxes foncières, alors que le propriétaire est déjà victime, subit 1 an, 2 ans, 3 ans, comme le rappelait justement Bernard. Et le problème, c'est que pendant ce temps, lui, le propriétaire, non seulement il n'est pas payé, non seulement il se retrouve avec un bien qui est dégradé, mais à côté de ça, l'État demande son dû. Là, il n'y a pas de pitié, c'est-à-dire qu'il faut payer, monsieur, payer, madame. On s'occupe pas, l'indemnisation et la géométrie variable, c'est-à-dire que la personne ne va s'occuper de la veuve du Creusot pour voir si elle n'a pas les sous, et comme elle n'a pas eu de loyer, qu'elle se retrouve avec un appartement dégradé, qu'on lui demande quand même 400 € de taxes foncières pour son bien. Personne va s'indigner que ça. Donc déjà, s'il y avait un parlementaire qui s'empare de cette question et puis qui la pose, parce que les parlementaires, on en voit souvent qui s'indignent, mais on les voit surtout s'indigner parce que, je sais pas, les propriétaires ont touché trop d'argent avec Airbnb, vous voyez ce que je veux dire, mais on les voit beaucoup s'indigner dans l'autre sens. Est-ce que vous pensez que les réformes récentes, elles ont vraiment simplifié les procédures, notamment sur les délais d'expulsion ? Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être un des seuls points où Casbarian, le député Casbarian, parce que le ministre plutôt, enfin redevenu député, mais je rappellerai quand même qu'il faut voir la fronde et l'hostilité qu'il a subie de la part de beaucoup de parlementaires autour de lui. Donc je veux dire, il faudrait quand même aussi revenir à la raison et rappeler ça, parce qu'il y a quand même un bon point aussi qu'on peut souligner dans cette loi Casbarian,
c'est que maintenant c'est puni, je crois que c'est de 4 500 € d'amende. L'apologie, j'allais dire le mode d'emploi pour faire un squat, pour les clés, faire le double des clés, le compteur électrique, ceci, cela, toutes les démarches à faire, et puis pour nous dire, bah oui, c'est le propriétaire qui m'a demandé de l'argent liquide, et puis nous, on s'est installé, on est des victimes. Donc, il y avait tout un process, et il y avait une professionnalisation du métier, entre guillemets, de squatteur. Et je pense que la loi Kasbarian a essayé d'endiguer ce phénomène, et c'est peut-être un des points aussi qui est à souligner. Jean-Luc Brulard, est-ce que, selon vous, les propriétaires ils prennent aujourd'hui conscience des risques, et est-ce qu'ils prennent des mesures préventives? On voit de plus en plus, notamment de sociétés de sécurité, qui proposent des solutions contre les squats. Je crois que ça fait quand même des années, pour pas dire des décennies, qu'il peut y avoir des inquiétudes. Après, c'est des questions de secteur ou de territoire qui, petit à petit, sont peut-être sensibilisés à la défaveur, si je puis dire, d'événements qui se sont passés dans le quartier, dans le voisinage. Et c'est sûr que les sociétés de téléalarme qui ont sans doute de beaux jours devant elles, pour ceux qui ont les moyens de s'équiper de tout ça, c'est des surcoûts. Et là, on parle peut-être plutôt en résidence principale, mais quand on est un investisseur, un petit bailleur privé, on n'est pas dans ces types d'équipements. Ça a été dit, il y a des précautions à prendre, des points de vigilance, peut-être pas mettre une grande affiche avec son numéro de portable pour dire c'est alloué, vaut peut-être mieux être un peu discret. Une bonne discrétion. Garder des abonnements électriques, téléphoniques, etc. Parce que, les squatteurs peuvent aussi anticiper ça avant d'occuper. Voilà, je suis pas sûr que les gens soient vraiment sensibilisés à des méthodes ou à des outils là-dessus, mais beaucoup peuvent le craindre, oui. Christophe Demerson, quelles solutions concrètes vous préconisez pour rendre... Surtout pour les petits bailleurs, il y a une chose qui est facile à faire, pour compléter ce que disait Jean-Luc, c'est de changer systématiquement les barilets. C'est-à-dire, dès que vous faites l'état des lieux de sortie, ou dès que votre mandataire fait un état des lieux de sortie, de tout de suite changer le barillet, parce que vous savez, il peut y avoir des doubles, il peut y avoir des clés qui se sont perdues, et le jour même, vous pouvez avoir un nouvel occupant dans l'appartement, comme je le vois malheureusement trop souvent. Donc la première chose à faire, je dirais, c'est changer systématiquement, c'est malheureux d'en arriver là, mais changer systématiquement les barillets. Bernard Cadot, quel rôle les agents immobiliers ils peuvent jouer pour accompagner au mieux les propriétaires confrontés au squat? Ils ont un rôle de conseil et d'accompagnement et de vigilance. Après, il est évident que la meilleure façon d'éviter un squat, c'est que le locataire qui remplace celui qui vient de sortir arrive immédiatement et dans la foulée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vacance trop prononcée. Bon. Il y a des aléas. Il faut par exemple que des travaux soient réalisés pour relouer, etc. Donc il y a forcément des zones grises par rapport à ça. Mais je crois que c'est aussi tout le savoir-faire des professionnels pour le service de leurs clients que de leur éviter tout ça et d'essayer d'anticiper justement la sortie du locataire ou du propriétaire lorsqu'il y a une opération de vente et de rachat derrière, pour éviter toutes les mauvaises surprises. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas 100% de sécurité. On ne peut pas garantir ça. Et sensibiliser les élus locaux, c'est important, je pense aussi, non? Alors, il faut sensibiliser les élus locaux parce que très souvent, les squats sont aussi l'occasion de désordre sur la voie publique ou ailleurs ou de voisinage, tout simplement. Donc, ce sont les élus locaux, mais il y a une espèce d'impossibilité de faire et c'est vrai que la loi Kasbarian a voulu simplifier ces choses-là, mais l'élu local, il n'a pas le pouvoir de faire agir. Et il y a un délai qui est très court pour constater l'infraction. Et une fois que l'infraction est constatée, il faut saisir le préfet qui doit agir, je crois, dans les 48 heures. Donc c'est un délai qui est ultra court pour pouvoir agir. Maintenant, sensibiliser, oui. Faire de la prévention, oui. Et les élus locaux sont là pour ça, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Le squat, vous savez, c'est une punition pour les propriétaires. Et quand on punit les propriétaires, à terme, on va priver les locataires de logement. C'est ça la résultante. Merci Bernard Cadot, merci à vous également Jean-Luc. Oui, juste compléter d'une phrase qu'a dit Bernard, mais sur les précautions qui sont prises par les professionnels que nous sommes, mais
Quand on est administrateur de biens, on a la garde du bien. Donc, on engage notre responsabilité aussi. Donc, il ne s'agit pas d'agiter un épouvantail, mais il est clair que pour un propriétaire privé, si son bien il est confié en gestion à un administrateur de biens, c'est à l'administrateur de biens qu'on va demander quelles précautions il a pris, qu'est-ce qu'il a fait pour sécuriser le bien. Je ne dis pas que ça va simplifier la suite, mais au moins, il y a un partenaire responsable. Christophe Demerson, vous êtes encore en ligne avec nous? Oui. Eh bien, vous avez le mot de la fin. Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le droit de propriété est en danger. Les propriétaires sont inquiets. J'espère que le législateur et la ministre du Logement va prendre le sujet en main, particulièrement, le sujet du DPE, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème crucial pour les propriétaires et crucial pour les locataires. Il y a urgence. Merci à vous trois. Donc Bernard Cadot, ancien président du réseau Orpi, Jean-Luc Brulard, agent immobilier à Rouen-Malmaison, agent de proximité, et vous, Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI. Tout de suite, c'est l'info du jour. Vous écoutez Radio J. Radio J. Et c'est un projet audacieux mené par une jeune Vendéenne de 22 ans avec l'aide de son papa, marchand de biens. Elle a acquis une maison de maître du 19e siècle tombée en ruine située près du Puy du Fou. Après avoir été bradée par la commune, la bâtisse a finalement été achetée pour un montant au total de 250 000 €, travaux inclus. Aujourd'hui, Tiffaine, qui a pris une année de césure pour poursuivre les rénovations, ambitionne de faire de cette bâtisse un gîte de groupe et un lieu d'accueil pour les événements, tout en préservant le charme des lieux. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo, tout de suite notre tour du monde de l'actu immobilière, mais aujourd'hui on va surtout à Los Angeles retrouver notre ami Thibaut Guéant, cofondateur de Landquire. Bonjour Thibaut. Bonjour Marc. Alors au moment où on se parle, Thibaut, combien d'hectares ont finalement été détruits par les flammes en Californie et combien d'habitants ont été impactés ? Il est encore difficile de mesurer les dégâts à l'heure actuelle, mais d'après les dernières estimations, alors ces incendies malheureusement ont causé la mort de 28 personnes, oui. Ainsi que la destruction de plus de 4000 habitations et bâtiments. Le dernier bilan montre aussi indique que 20 000 hectares ont été ravagés donc par les flammes. Et près de 130 000 personnes ont dû donc évacuer leur maison. Et puis bien sûr, on peut parler aussi des pertes économiques. Oui, considérables. Encore une fois, considérables, difficiles de mesurer pour le moment, mais on oscillerait en ce moment même les 150 millions de dollars. Néanmoins, ce chiffre, pour moi, je pense qu'il est sous-estimé, car il ne prend pas en compte en fait l'évolution probable donc de la situation. Donc les conditions actuelles laissent malheureusement présager que les dégâts pourraient encore s'aggraver dans les semaines à venir et au fur et à mesure que les incendies continuent de se propager. Alors, vous avez publié récemment une enquête comparative chez Landquire où vous avez évoqué les difficultés croissantes d'accès au logement aux États-Unis. Ces incendies en Californie, est-ce qu'ils risquent d'aggraver cette crise, selon vous? Dans quelle mesure vous observez Alors oui, tout à fait. Les incendies en Californie ne font qu'aggraver un problème déjà pressant. Donc vous l'avez bien cité, l'accès au logement. Donc je vais citer quatre facteurs qui vont entrer en jeu. Le premier, c'est la réduction de la disponibilité des terrains, constructibles. Des terrains, exactement. Donc les incendies détruisent non seulement les habitations, mais également des terrains qui pourraient être développés pour répondre à la demande en logement. Donc les zones les plus touchées deviennent malheureusement souvent inconstructibles à court terme en raison des risques accrus ou des réglementations environnementales renforcées. Le deuxième point, c'est la hausse des coûts de construction et surtout des primes d'assurance. Parce que la reconstruction après des incendies massifs comme on le voit entraîne forcément une forte demande pour les matériaux de construction, la main-d'œuvre,
ce qui va faire grimper les coûts. Et ces zones à risque, dans ces zones à risque-là, justement, les primes d'assurance deviennent même parfois inaccessibles. Oui, tellement elles sont chères. Hein, oui, on arrive. Effectivement. Ouais, j'avais vu un chiffre comme ça, pour un bien à 500 000 $, on peut avoir des primes d'assurance à quasiment 30 000 $ par an. Oui, effectivement. Alors, ça va dépendre des zones, des zones à risque. Forcément, plus la zone est une zone qui est propice à des catastrophes naturelles, forcément, plus les montants d'assurance vont augmenter, tout à fait. Avec ces catastrophes, on observe évidemment de nombreux mouvements de population et une modification de la demande immobilière. Quelle tendance vous observez en Californie et plus largement aux États-Unis suite à ces incendies? Alors, les impacts peuvent être effectivement assez importants. Notamment, alors je peux parler au niveau des investisseurs suite à justement à ces incidents, ces incendies. On peut parler de l'impact sur les prêts hypothécaires, par exemple. Donc, forcément, comme les incendies augmentent les risques pour les institutions financières, donc forcément, certaines banques hésitent même à accorder et vont hésiter encore plus à accorder des prêts hypothécaires dans ces zones-là, ce qui limitera forcément l'accès à la propriété. Donc, et forcément, pour les municipalités, ces destructions-là des biens va réduire la base fiscale, rendant plus difficile le financement des infrastructures et des services publics. Et justement, par rapport à ces revenus fiscaux qui risquent d'être amputés, quel impact cela pourrait-il avoir sur justement sur les prêts hypothécaires et la stabilité économique des communautés? Oui, comme je le disais précédemment, effectivement, le développement et le dynamisme des achats immobiliers peuvent être réduits fortement à la baisse, parce que le marché immobilier va fortement être impacté. On va se retrouver avec de nombreux terrains suite aux bâtiments détruits, et donc ça va être après un peu plus difficile pour retrouver des acheteurs et faire effectivement des constructions, puisque les coûts vont considérablement augmenter et les assurances peuvent même se retirer. Donc il peut y avoir effectivement des conséquences assez dramatiques. Merci beaucoup Thibaut Guéant d'avoir répondu à nos questions très tôt aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi prochain. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.
Ouais. Planète Imo, la chronique immobilière de Marquez Ratti. Bonjour Ilana et bienvenue dans Planète Imo. On commence notre tour du monde par un saut en Israël où les loyers ne font pas que vider les portefeuilles. Ils pèsent aussi sur l'économie et représentent 25% de l'indice des prix à la consommation. Leur hausse a constitué une inflation... a contribué à une inflation de 3,4% cette année. Sans cette flambée, l'inflation aurait été plus proche de 3%. Une preuve de plus que le logement, ce n'est pas seulement un toit, c'est aussi un enjeu national. Direction tout de suite les pays